Bienvenue dans Infectiopod, la série de podcasts du CEMIT, le collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales. Dans cette première saison, le CEMIT vous propose de vous aider, internes, praticiens, quelle que soit votre spécialité, à mieux appréhender le bon usage des antibiotiques. Épisode 3, durée du traitement. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui le professeur Aurélien Dine qui va nous parler de durée d'antibiotiques. Cet épisode a été réalisé également en collaboration avec Christian Rabot, Jean-François Fauché et Lucia Grandière-Pérez. Donc, bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, on entend de plus en plus qu'il faut raccourcir les traitements. Mais pourquoi, au fond? Qu'est-ce qu'on y gagne? En fait, on gagne beaucoup de choses dans le raccourcissement des traitements. D'abord, sur le plan collectif, moins on utilise d'antibiotiques, moins on exerce de pression de sélection, et donc on limite l'émergence de résistance bactérienne. Mais c'est aussi vrai à l'échelle individuelle du malade, car en cas de récidive, celle-ci sera plus facile à traiter parce qu'il y a eu moins de dysbiose. Et puis il y a d'autres effets positifs. On limite les effets indésirables, on limite probablement les coûts, même si les antibiotiques ne sont pas très chers, il s'agit d'infections fréquentes, et donc à l'échelle populationnelle, ça peut réduire de manière significative les coûts, et on améliore probablement la compliance. Finalement, un traitement plus court, c'est souvent mieux suivi et mieux toléré. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que les traitements raccourcis, quand ils sont tout aussi efficaces, sont probablement meilleurs sur certains critères. Il y a même des auteurs qui disent qu'un traitement court est peut-être plus efficace qu'un traitement long. Est-ce que vous avez des exemples où on a clairement changé nos pratiques? Alors il y a un exemple récent qui est la pneumonie du communautaire, puisque depuis 2017, les recommandations internationales proposent de traiter 5 jours quand le patient est stable dès J3. Mais il y a eu un essai récent français, publié en 2021, qui a montré qu'en fait, quand le patient était stable à J3, au bout des 3 jours de traitement antibiotique, on pouvait arrêter dès J3. Et ce traitement avait été comparé à un traitement de 8 jours, et on avait démontré une non-infériorité du traitement de 3 jours, encore une fois chez le patient stable à J3. 3 jours. Impressionnant. Quels sont les critères de stabilité à J3 justement? Eh bien effectivement c'est une bonne question Lucia, et c'est important de bien préciser que c'est des critères objectifs, cliniques, simples, qui correspondent à une température inférieure ou égale à 37,8, une fréquence respiratoire inférieure ou égale à 24 cycles par minute, pression artérielle systolique supérieure à 90 mètres de mercure, et une saturation en air ambiant supérieure à 90%. Ces critères cliniques semblent robustes, sont régulièrement collectés par nos infirmières et semblent supérieurs pour pouvoir définir l'arrêt du traitement que les biomarqueurs habituels que sont la CRP et la PCT par exemple. Très clair. Et est-ce qu'il y a d'autres infections concernées? En fait, l'ensemble des infections courantes a été concerné avec plusieurs mises à jour, notamment générées par l'HAS et les sociétés savantes. Et si on prend l'exemple des dermohypodermites non nécrosantes, qu'on appelle aussi érysipèle, la durée recommandée actuelle est de 7 jours, contre 7 à 14 jours auparavant. On voit bien qu'on a évolué. Avant de proposer des fourchettes qui entraînaient parfois des durées de traitement excessives, et c'est vrai qu'on avait tendance, en tant que clinicien, à privilégier la durée la plus longue. Et maintenant, avoir des durées fixes, ça nous aide à vraiment limiter l'exposition antibiotique qui était souvent prolongée sans raison. Donc là, on a parlé d'infections pulmonaires et d'infections de la peau. Et pour les infections urinaires? Pour les infections urinaires, on peut reprendre un peu l'histoire des durées de traitement, et on sait qu'en 1950, la durée de traitement recommandée pour la pyélonéphrite aiguë simple était de 42 jours IV. On voit qu'on a beaucoup évolué avec maintenant des durées plus aux alentours de 7 jours et même des données aux alentours de 5 jours. Chez l'homme, il y a eu beaucoup de progrès récents. On parlait avant de prostatite, et on sait que maintenant on parle plutôt d'infection urinaire fébrile, qu'on différencie des infections urinaires non fébriles. Et pour l'infection urinaire fébrile de l'homme, la durée de traitement recommandée est de 14 jours quand on utilise les quinolones, les C3G ou le cotrimoxazole. Par ailleurs, il y a un élément important qu'il est important de souligner, c'est que la survenue d'une bactériémie, en particulier au cours d'infections urinaires, ne doit pas prolonger la durée de traitement. Et c'est vrai pour la plupart des infections, la bactériémie ne génère pas une durée de traitement plus longue. Mais est-ce qu'il y a des situations où raccourcir le traitement, ça ne marche pas? Alors effectivement, il ne faut pas raccourcir sans données claires et objectives. Si on prend l'exemple des infections sur prothèse osteoarticulaire, un essai français randomisé a démontré que 12 semaines de traitement étaient plus efficaces qu'un traitement de 6 semaines, à contrario des spondylodicites, qui sont une autre infection osteoarticulaire, pour lequel
6 semaines n'était pas inférieur à 12 semaines. On voit bien que via la durée de traitement, on arrive à individualiser des pathologies probablement différentes sur le plan de la prise en charge. Donc il y a des limites à ne pas franchir. Absolument, il faut des données solides. C'est la puissance des essais randomisés et des évaluations rigoureuses. On ne peut pas extrapoler à partir de données de cohortes ou d'évaluations non rigoureuses. Et les infections graves, et pour les patients immunodéprimés, est-ce que là aussi on peut raccourcir ? Alors c'est deux questions différentes. Pour les infections graves, je pense qu'il n'y a pas d'indication à prolonger et les données le prouvent. Par exemple, pour les pneumonies actives sous ventilation mécanique, la durée de traitement recommandée est de 7 jours. Pour les méningites et la méningocoque, qui sont éminemment graves, la durée de traitement recommandée est 5 jours et on a même des données avec une seule journée de traitement. On voit que la gravité n'engendre pas une prolongation de la durée de traitement. Et ce qui est important, c'est la réponse au traitement. Chez les immunodéprimés, la question est plus difficile. Et c'est des populations qui sont souvent exclues des essais pour lesquels on a peu de données. Il faut rester prudent, il faut générer des données pour cette population. Très bien. Et si on devait retenir un message, quel serait-il ? Si on devait être un peu caricatural, on dirait que dans les infections courantes, 7 jours de traitement, c'est la durée maximale. Et qu'au-delà, il faut vraiment justifier. Il y a bien sûr des infections comme les endocardites, les infections articulaires ou les bactéries staph qui nécessitent des durées de traitement plus longues que 7 jours, mais il faut encore se tenir à la durée de traitement qui est habituellement recommandée et ce qui, en pratique, n'est pas suivi. Avec un objectif qui est vraiment de limiter les résistances. Mais encore une fois, il faut rester rigoureux, il ne faut jamais diminuer la posologie, il faut bien identifier les indications et prescrire la durée de traitement adéquate, recommandée, et celle-ci repose encore sur des données qu'il faut générer, il ne faut pas aller plus vite que les données. Merci beaucoup Aurélien pour cette mise au point sur les durées de traitement antibiotiques. Bonne journée à tous. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Infectiopod.